Il y a de nombreuses années, le protagoniste Yoma a été témoin d'une scène horrible où 2 de ses proches frères et sœurs ont été tués par un monstre. Il était trop choqué pour faire quoi que ce soit pour combattre le monstre, et il était sur le point de l'emporter aussi, mais ses frères et sœurs ont utilisé leur dernier souffle pour le sauver et le laisser s'échapper. Depuis lors, il nourrit une haine envers les monstres. Ces monstres sont des âmes d'un autre monde qui se sont égarées dans le monde humain et possèdent des objets pour exister. Ils sont donc collectivement appelés objets possédés ou monogatari. Maintenant, Yoma est devenu assez fort pour affronter un monogatari. Son grand-père est chargé d'aider les monogatari bénins à retourner dans leur monde. La police est au courant, mais laisse toujours ses cas au clan d'exorcistes. Son grand-père n'a qu'à parler aux monogatari, réciter une incantation pour leur faire posséder un objet, puis les ramener pour les vénérer. La police se rappela que Yoma poursuivait également un monogatari. Mais son grand-père pensait que son neveu utiliserait le dialogue au lieu de la violence. Cependant, lorsqu'il alla vérifier, il trouva Yoma en train de battre le monogatari et de le maîtriser. Son grand-père dut appeler un autre clan pour s'occuper d'Yoma pendant un certain temps. De retour à la maison, Yoma expliqua qu'il avait agi de manière préventive pour empêcher les monogatari de causer du danger. Son grand-père affirma que tous les monogatari ne sont pas mauvais et qu'Yoma devait d'abord observer leurs actions et n'utiliser la force qu'en dernier recours. La plupart des monogatari veulent juste rentrer chez eux, et leur travail consiste à écouter leurs souhaits et à les aider. Mais Yoma attaque immédiatement chaque monogatari qu'il rencontre et les force à se contenir sans dire un mot. Yoma pense qu'il n'a pas tort, affirmant que suivre l'approche de son grand-père dans le passé a conduit à sa perte. Son oncle voit que Ayoma n'a pas laissé tomber sa rancune contre Monogatari. Il pensait qu'Ayoma pourrait surmonter cela, mais comme il n'a pas été réceptif, son grand-père va maintenant prendre des mesures drastiques. Il a parlé à Ayoma de cas spéciaux de Monogatari bénins qui peuvent contrôler leurs instincts et sont autorisés à vivre librement. Une de ces familles spéciales de Monogatari vit avec un maître humain, et à partir de demain, Ayoma devra vivre avec eux sous prétexte de les surveiller. C'est la solution de son grand-père pour le changer. Si Yoma refuse, son grand-père révoquera son titre d'exorciste. Yoma a ensuite dû emballer ses affaires, ne comprenant toujours pas ce qu'il avait fait de mal. Il a regardé la photo de ses frères et sœurs, ne sachant pas s'il devait l'emporter. Yoma est arrivé plus tard à Kyoto. Son grand-père lui avait parlé de la personne avec laquelle il vivrait, Baten. Il devrait apprendre à reconsidérer sa vision de Monogatari là-bas. Les Monogatari spéciaux étaient en train de réprimer d'autres Monogatari indisciplinés lorsqu'ils se souvinrent que quelqu'un de nouveau allait arriver aujourd'hui, alors ils se précipitèrent chez eux. Quand Ayoma arriva à la maison, il rencontra 2 Monogatari, Eori et Kyusei. Il savait qu'ils étaient Monogatari et étaient visiblement méfiants. Botan, toujours étudiant, n'était pas à la maison. Les 4 autres revinrent. Kagami, une fille aux cheveux roses. Suzuri, un jeune homme aux yeux dorés. Yubu, la sœur aînée. Et Nagi, le frère aîné cool. Eori expliqua qu'ils étaient 6 Monogatari au service de Botan mais qu'ils l'accueilleraient quand même. Yoma déclara immédiatement qu'il détestait Monogatari et n'avait aucune intention de se lier d'amitié avec eux, donc il ne devrait pas s'embêter à l'accueillir. Il se contenterait de rester à l'écart et d'observer. Nagi savait que Yoma détournait sa colère, mais quand Yoma les accusa d'avoir trompé Botan, Nagi se mit en colère et les 2 parties décidèrent de régler les choses à coups de poing. Nagi interdit à quiconque d'intervenir, et Yori ne prit pas la peine de les arrêter, voulant voir comment cela se passerait. Nagi manifesta 2 épées, disant qu'il ne frapperait qu'avec le côté émoussé pour blesser suffisamment Yoma. Yoma reconnut cette technique comme un signe qu'ils avaient atteint un niveau dangereux, il avait donc besoin d'utiliser ses armes. Alors que Nagi chargeait en avant, ses épées se brisèrent soudainement en 2. Yoma avait sorti 2 anneaux laissés par ses frères et sœurs qui pouvaient être utilisés pour attaquer Minagatari. Les 2 camps continuèrent à se battre sans céder, bien que les observateurs puissent dire qu'aucun des 2 n'utilisait toute sa force. Soudain, Yui reçut un message indiquant que Baten rentrait à la maison et en informa Eori. Elle fit signe à tout le monde d'intervenir et de les arrêter tous les 2, mais ironiquement, il y eut un malentendu, et ils ciblèrent tous Yoma simultanément. En conséquence, il prit 4 coups et sentit que cela prouvait qu'on ne pouvait pas faire confiance à Minagatari. Lorsque Baten arriva à la maison et demanda ce qui s'était passé, tout le monde resta silencieux. Yoma réussit à faire une brève salutation avant de s'effondrer, et ainsi commença la vie des Minagatari. Une fille proche d'eux et un garçon qui les détestait. Baten le fit ensuite entrer et s'excusa de ne pas l'avoir attendu si tôt, mais il considérait que c'était de sa propre faute. Bien qu'il ait dit qu'il n'était pas en colère, ses yeux effrayants firent légèrement tressaillir Botan. Son grand-père l'avait laissé ici pendant un an pour en apprendre davantage sur Monogatari,
il avait donc juste besoin d'apprendre l'étiquette de base. Il ne croyait pas que Botan pouvait gérer 6 Monogatari à elle seule. Soudain, il remarqua qu'une personne manquait à Nagi. Il était pendu à l'extérieur. Il n'accepta pas d'être puni alors que Yoma était attaqué par tout le monde. Mais comme il avait initié le conflit, c'était lui qui était puni. Ayoma remarqua que Baten ne savait pas grand-chose sur les exorcistes comme lui. Son clan empruntait le pouvoir à la divinité gouvernant la frontière entre les royaumes humains et Yakai, donc pour Monogatari, les exorcistes étaient comme la police. Cependant, alors que son grand-père était comme la police ordinaire, il était comme la police militaire faisant des distinctions extrêmement strictes. Il suggéra que Baten était trompé par ces monstres, ce qui l'a mis en colère, et elle refusa d'accepter que sa famille soit qualifiée de monstre. Elle lui donna 3 jours pour s'intégrer et accepter d'être membre adjoint ou il serait renvoyé chez lui. Mais son grand-père avait prévenu que partir plus tôt lui coûterait son poste. Ne comprenant pas ce que signifiait l'intégration, il demanda mais le Monogatari partit sans répondre. Nagi échappa à ses liens pour entrer et le provoquer, disant que Baten était trop clément en lui donnant 3 jours. De plus, il ne voulait plus causer de problème puisque les combats coûteraient à Ayoma les 3 jours. Il voulait que Yoma le suive pour qu'il puisse lui apprendre. Alors que Baten pensait qu'elle avait peut-être été trop dure, et Ori pensait que c'était approprié. Nagi emmenait Yoma chasser des monstres. La condition pour leur liberté était de laisser les exorcistes emprunter leur pouvoir pour supprimer d'autres Monogatari. Si Yoma l'aidait, il parlerait à Baten en son nom. Lorsque Yoma l'accusa d'éviter le travail, Nagi prétendit qu'il essayait de se lier d'amitié avec lui. Ayoma remarqua l'indifférence de Nagi à l'égard de la chasse aux siens, et Nagi confirma qu'il n'aimait pas ce travail. Oui, c'était un sale boulot, mais les 6 étaient prêts à faire ce sale boulot juste pour rester aux côtés de Baten. Ils trouvèrent plus tard un repère de Yakuza attaqué par un Monogatari. Quand il se retourna pour les attaquer tous les deux, Nagi et Ayoma travaillèrent ensemble et réussirent à le sceller. Nagi remarqua la réaction allergique de Ayoma et pensa que c'était parce qu'il détestait autant Monogatari. Mais ce n'était pas tout. Sur le chemin du retour, Yoma raconta à Nagi l'histoire du Monogatari Umbrella qui avait coûté la vie à ses frères et sœurs. Il ne comprenait pas pourquoi les informations à ce sujet étaient si classifiées, alors il voulait faire de son mieux pour devenir chef de clan et retrouver des informations à ce sujet. Le lendemain matin, Yoma se leva tôt pour s'entraîner lorsque Baten l'appela pour le petit déjeuner, mais il voulait d'abord terminer l'entraînement. Pendant le repas, il ne mangea que la portion donnée sans en demander plus, ce qui lui fit sentir qu'il était trop rigide. Yoma avait fait une liste s'il obtenait des signatures de soutien de la majorité pendant son séjour, il pourrait continuer à rester. Aujourd'hui, il travaillerait avec Suzuri et Kagami. En raison de sa nature rigide, Botan craignait de ne pas s'entendre avec Suzuri, car Suzuri essayait constamment de draguer les filles chaque fois qu'il était dehors. Yoma pensait que Suzuri trompait les humains, mais Suzuri essayait juste de se faire plus d'amis. Quant à Kagami, elle mangeait autant que possible, ce qui le mettait également en colère car les Monogatari n'ont pas besoin de manger, et les actions des deux semblaient comme s'il essayait de faire semblant d'être humain. Cependant, tous deux expliquèrent qu'ils voulaient juste mieux comprendre les humains pour mieux servir Botan, alors ils espéraient qu'il arrêterait de les regarder comme ça. Ils comprenaient et acceptaient le flirt de Suzuri comme un passe-temps et le fait de manger comme un réapprovisionnement en énergie. Ils l'emmèneraient rencontrer un Monogatari et espéraient qu'il ne les regarderait plus. Plus tard, tous les trois allèrent rencontrer Yejin, une Monogatari qui souhaitait devenir un cas spécial. Elle était un mortier de broyage de médicaments possédés. Suzuri ne lui posa qu'une seule question pour tester pourquoi elle voulait devenir un cas spécial. Elle répondit qu'elle ressentait un sentiment de familiarité et voulait rester dans le monde actuel. Sa réponse fut approuvée, mais Kagami devait encore utiliser le miroir de visualisation Yakai pour vérifier si elle avait un passé suspect. À travers le miroir, elle s'est avérée être en sécurité et sans antécédents criminels, elle a donc pu rester. Suzuri a ensuite emmené Yejin et a demandé à Yoma d'appeler Botan pour voir s'il avait besoin d'acheter quelque chose. En entendant le nom de famille de Botan, Yejin a soudainement paniqué et a attaqué Suzuri. Yoma s'est précipité pour sauver Kagami et a maîtrisé Yejin. Alors qu'il était sur le point de la sceller, il a entendu la raison de sa panique, elle avait entendu parler de Monogatari de la maison de Botan attaquant leur propre espèce et a eu peur. Suzuri est revenu et a expliqué la situation, ce qui a fait que Yejin lui a suffisamment fait confiance pour le suivre. Kagami a remercié Yoma et a expliqué comment les cas spéciaux seraient traités. Ce soir-là, il a laissé Kagami s'asseoir sur son dos pendant l'entraînement. Botan s'était habitué à sa personnalité rigide, et maintenant 3 signatures sur 6 avaient été recueillies sur la liste d'acceptation pour que Yoma reste. Le lendemain matin, Yoma s'est
réveillé en réalisant que c'était le 3e jour. Et il n'avait que la moitié des signatures requises. Pendant ce temps, 4 monogatari de la région en voulaient depuis longtemps aux monogatari de la maison de Baten, n'aimant pas la façon dont ils suivaient les humains pour chasser les leurs. En se lavant le visage, Yoma rencontra Baten qui voulait prolonger son délai, mais il voulait assumer la responsabilité de la situation dans laquelle il s'était mis. Les 3 qui signèrent lui dirent que seul Yu restait, car Yori et Kyusei ne s'étaient pas opposés depuis le début. Yu avait une impression particulièrement mauvaise de lui et était assez froide, ce qui faisait d'elle l'obstacle le plus difficile à surmonter. Cependant, en y réfléchissant, les personnalités de Yu et Ayoma étaient assez compatibles, donc le reste pourrait dépendre du destin. Lorsque Ayoma alla rencontrer Yu, elle avait déjà fini de gérer elle-même les questions de scellement. Elle déclara directement son aversion pour ses actions et ses paroles du premier jour, et pour avoir fait pleurer Baten. Elle lui donna 2 choix. Elle a ensuite libéré de l'énergie spirituelle autour d'eux, ce qui a attiré les 4 monogatari hostiles. Nagi a remarqué et savait que Yoma aurait des ennuis si Yu était sérieux. Yoma a continué à fuir sans riposter tandis que Yu lui lançait continuellement des aiguilles géantes. Lorsque son écharpe a été touchée, elle s'est immédiatement enroulée. Elle voulait qu'il attaque plutôt que de courir. Elle a ensuite invoqué plusieurs épingles à cheveux et les a lancées vers Yoma, mais il n'a toujours montré aucune résistance. Lorsqu'elle a commencé à critiquer ses préjugés, il a admis qu'il avait été amené ici pour changer ses préjugés. Après 2 jours ici, il sentait qu'ils étaient en effet différents des autres monogatari, et jusqu'à ce qu'il puisse clairement comprendre cette différence, il était trop tôt pour lever la main contre eux. Yu a changé son point de vue sur lui. Alors que Yori était à la maison et avait informé le grand-père de Yoma qu'il resterait probablement quel que soit le résultat, son grand-père les avertit que l'obscurité dans le cœur de Yoma était plus profonde qu'il ne le pensait. Il s'excusa pour tout problème, mais espéra qu'il s'occuperait de son neveu. Yu rendit son écharpe et Yoma déclara avec confiance qu'il avait encore une demi-journée pour changer d'avis et obtenir sa signature. Il remarqua alors que les sentiments de Yu pour Baten étaient très humains, commentant qu'elle semblait vraiment aimer Baten. Ce commentaire la fit rougir et jeta une aiguille dans le ciel. L'ennemi monogatari apparut, tout comme Nagi. Voyant Yoma comme un obstacle, ils le repoussèrent. Les 2 camps étaient en nombre égal et Nagi pensa que Yu avait dû causer des problèmes pour les attirer. Suzuri savait qu'un combat était inévitable, tandis que Yoma était coincé ailleurs. Nagi voulait faire une pause pour que Yu puisse faire sortir Yoma. Mais se sentant sous-estimé, le groupe adverse a décidé de cibler Yoma en premier. Après cela, le groupe a dû se séparer pour se battre. Nagi a retenu le gars aux cheveux de coq pour que Yu puisse courir pour libérer Yoma. Suzuri a réussi à appeler Eori, et elle a amené Monsieur Kyusei avec elle. Elle espérait qu'après cet incident, elle serait capable de voir la vraie nature de Yoma. Lorsqu'un gars a lancé un crochet sur Yu, Suzuri l'a piégé en utilisant de l'encre. Lorsqu'un autre a utilisé des billes d'acier pour percer vers lui, Kagami a utilisé des miroirs pour le tromper. Soudain, Kagami a senti quelqu'un bouger dans le bâtiment et a averti YQA. Le grand gars avec des ciseaux à la place des mains est apparu, mais elle a réussi à l'esquiver. Pendant ce temps, Nagi était toujours dans un combat en tête-à-tête avec le gars aux cheveux de coq. Nagi a précisé que la façon dont il suit les humains est similaire à la façon dont leurs subordonnés suivent leurs ordres. Et la raison pour laquelle il les voit comme des ennemis à éliminer est parce qu'ils torturent les humains pour le divertissement. Cependant, Yoma a entendu ce qu'ils ont dit. Il s'est libéré du sort de Yu. Lorsque le gars aux mains de ciseaux s'est précipité pour l'attaquer, il a sauté et l'a coupé en 2. Lorsque les 2 autres se sont précipités sur lui, il s'en est rapidement débarrassé et s'est précipité pour donner un coup de pied au gars aux cheveux de coq. Le gars a vu que Yoma était comme lui, appréciant le meurtre. Yoma ne le nia pas, mais était déterminé à éliminer tous les monogatari qui menacent les humains. Eori comprenait maintenant quelque peu la nature de Yoma. Auparavant, à ses yeux, les monogatari n'étaient que des objets nuisibles pour les humains, mais il semble qu'il ait quelque peu changé. Elle croyait que son âme déformée pouvait encore être guérie. Elle croyait qu'il sauverait Baten, qui avait été autrefois sauvé par Monogatari. Le destin entre lui et Baten serait lié par leurs propres mains. Il y a des années, Baten était entre la vie et la mort, alors son grand-père a confié à ces 6 personnes la tâche de la protéger afin qu'elle puisse profiter de la vie en tant qu'humain. Nous apprenons que lorsque le grand-père d'Yoma a appelé Eori, elle avait posé une condition pour accepter la tâche de veiller sur Yoma. Maintenant, Yoma a la signature de Yu. Il vient de commencer sa vie ici. Il se rend compte qu'il y a une autre connexion ici qu'il devra observer attentivement pour voir s'il y a des monogatari en qui il peut avoir confiance. Baten a couru après avoir entendu qu'il avait collecté suffisamment de signatures.
Il s'est retourné avec raideur pour confirmer ce qu'elle avait dit et a demandé la permission de la saluer à nouveau. Elle a dû rire parce qu'il était en effet trop rigide. Pendant ce temps, les autres connaissaient le signe de Yu pour éviter d'affecter leur travail, et ils ont également mentionné que ce moment approchait. Baten a informé Ayoma que les membres de la maison se relayaient pour cuisiner. Ayoma peut cuisiner décemment, donc il sera à l'aise avec ça. Soudain, ils rencontrèrent tous les deux Yu et Eori. Eori décida de révéler l'accord secret entre elle et le grand-père de Yoma. Ils se rendirent ensemble dans la salle principale. L'alliance secrète qu'elle avait acceptée était qu'il viendrait ici en tant que superviseur, et en retour, il posait une condition pour le tester et l'évaluer pendant son année ici pour voir s'il était digne du poste qu'il recherchait. Botan le savait mais fut étouffé par Yu avant qu'elle ne puisse parler. Le poste qu'il recherchait était le maître de cette maison, ou en d'autres termes, la fiancée de Baten. Yoma se figea de confusion tandis que Baten ne pouvait que rougir. Baten pensait qu'ils plaisantaient, mais ils étaient tous sérieux. Ils révélèrent que c'était leur mission, car tous les 6 étaient des objets que Baten emporterait avec elle lorsqu'elle se marierait. Les signatures qu'il avait obtenues signifiaient qu'il avait été approuvé. Son grand-père avait également approuvé, alors maintenant ils avaient juste besoin de son avis. Évidemment, seulement Yu ne l'avait toujours pas accepté, et elle l'avait prévenu qu'elle le tuerait s'il blessait Botan. Cependant, il ne pouvait toujours pas accepter cette situation. Accepter immédiatement ne serait pas juste, mais refuser embarrasserait son grand-père, alors il demanda plus de temps pour réfléchir. Il demanda ensuite la permission d'aller faire du jogging. Tout le monde pensait qu'il semblait gérer la situation calmement. Botan craignait qu'elle ne soit dans une position délicate à cause de cela pendant un an, et elle ne pensait pas non plus que Yoma accepterait cette famille. Yori pensait que Botan s'inquiétait trop, et c'était à cause de cette habitude qu'il craignait qu'elle reste célibataire. Au moins, il voyait qu'Yoma pouvait rester calme au lieu de paniquer, même si lorsqu'il quittait la maison, il rougissait également et était toujours confus quant à ce qui se passait. Le lendemain, Botan ne savait pas comment parler à Yoma, et Yori aimait voir Botan être énervé comme ça. Ayoma a appelé son grand-père, pensant qu'il l'avait mis dans cette relation pour renforcer sa force mentale. Mais non, son grand-père était juste inquiet parce que Ayoma avait 21 ans et n'avait eu aucune relation amoureuse, alors il a profité de l'occasion pour se mettre en couple avec Yori. Il a raccroché et est allé discuter avec Yori, mais elle et Monsieur Kyusei étaient en déplacement professionnel. Yu et Nagi sont allés s'occuper des complices restants d'avant sans l'appeler. Botan était sur le point de sortir quand elle a rencontré Yoma. Elle voulait qu'il ne se soucie pas de ce qu'Eori avait arrangé, et il a dit sans détour que cela ne le dérangeait pas du tout, ce qui l'a rendu assez triste. Susuri pensait qu'il était stupide d'avoir dit froidement ces mots et d'avoir blessé Botan. Même Kagami a pleuré et l'a frappé pour avoir dit ces choses. Il ne comprenait pas vraiment ce que les deux voulaient dire. Bien que Botan ait entendu les mots clairs de Yoma, au fond d'elle-même, elle se sentait toujours quelque peu déçue. Soudain, elle rencontra un Monogatari qui était le chef du groupe avec lequel Yu et Nagi avaient affaire. Ils s'étaient occupés des autres, et l'un d'eux révéla que leur chef avait dû attraper Botan, les forçant tous les deux à se précipiter pour la sauver. Lorsque Botan essaya de courir, l'autre la bloqua. Il était un cendrier et pouvait contrôler les cendres pour l'arrêter, mais Yoma se précipita pour l'affronter. Il le repoussa et à ce moment-là, les deux autres arrivèrent. Nagi invoqua son épée pour le couper en deux, permettant à Yu de l'envelopper. Yu se précipita pour vérifier Botan tandis que Yoma apprit que le groupe Monogatari essayait de s'autodétruire, c'est pourquoi ils avaient besoin de quelqu'un pour protéger Botan à leur place. Néanmoins, ils remercièrent Yoma d'avoir sauvé Botan. Il éloigna ensuite Yu pour s'occuper des autres qu'elle avait piégés à l'ancien endroit. Yoma profita de cette occasion pour s'excuser auprès de Botan pour le malentendu. Il voulait dire plutôt qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de ce que le groupe de Yori disait pour éviter les ennuis. Les deux à la maison ne savaient pas si Yoma avait fini de s'excuser parce qu'il était du genre à ne pas savoir choisir ses mots. Ce n'était pas qu'il essayait d'être froid ou indifférent. Il ne savait juste pas comment lui expliquer les choses correctement. Elle rit parce que les deux familles étaient assez envahissantes, ce qui leur rendait les choses difficiles. Le lendemain matin, Nagi fit des histoires à propos de Yoma qui voulait mettre des talismans autour de la maison pour empêcher les Monogatari ordinaires d'entrer. Nagi lui dit que Monsieur Kyusei avait déjà installé une barrière autour de la maison, donc les talismans n'étaient pas nécessaires, mais comme il les avait déjà mis en place, Nagi lui fit tous les démonter. Susuri se souvint également qu'Eori et Monsieur Kyusei étaient allés rencontrer cette personne et espéraient qu'ils allaient bien. Pendant ce temps, Yori et Monsieur Kyusei rencontrèrent le grand-père de Yoma. Les trois ne s'étaient pas rencontrés depuis longtemps, et cette fois, le but était d'empêcher une entité nommée Kai. Cette entité était extrêmement dangereuse,
et son salut était une attaque. Tous les trois étaient piégés dans plusieurs murs, mais les lames volantes furent dissipées par le grand-père de Yoma. Il voulait que Kai arrête de saluer les invités de cette façon. Kai était l'un des 3 grands Monogatari, si puissant qu'il devait être confiné ici. En échange, il pouvait désigner n'importe qui pour venir le divertir. Le bureau d'exorcisme l'accepta comme un cas spécial, mais craignait son grand pouvoir, alors ils demandèrent au Monogatari Itsuki de le sceller ici. Ces deux-là pouvaient être appelés le duo de Monogatari le plus fort. Kai était intéressé par le séjour d'Yoma chez Botan et voulait que tous les 3 s'assoient et lui en parlent. Il avait du vin et de la nourriture prêts. Lorsque le grand-père voulut trouver des excuses pour partir, Kai ne le laissa pas faire et les força à rester plusieurs jours pour le divertir. Pendant ce temps, Yoma récupérait les talismans parce que Nagi pensait qu'ils affecteraient Botan, mais quelque chose le dérangeait toujours. Kai révéla qu'envoyer Yoma chez Botan avait 2 objectifs. Premièrement, pour réparer sa nature, et deuxièmement, pour équilibrer Botan. Parce que Botan était un humain entre la frontière des humains et des Monogatari. Sa proximité constante avec Minogatari les força à amener Yoma pour l'équilibrer. Yoma découvrit que son talisman avait brûlé, prouvant qu'il avait fonctionné pour empêcher l'attaque de Minogatari. Kai avertit le groupe de Yori de l'apparition de ceux qui avançaient d'un pas et leur dit d'être prudents. Les 2 qui avaient détruit les talismans de Yoma étaient apparus et venaient le chercher. À ce moment-là, 4 Minogatari essayaient d'arracher les talismans de Yoma. Mais plus ils se rapprochaient, plus ils étaient paralysés par cela. Yoma fut obligé de mentir en disant qu'il était un fonctionnaire du gouvernement plutôt que la personne qu'il recherchait. Lorsqu'il fit semblant de se détourner, ils réalisèrent que le gouvernement ne serait pas au courant de la barrière, mais il s'était retourné et avait scellé l'un d'eux et avait prévu de capturer l'autre vivant pour forcer des informations sur les emplacements de leurs complices. Cependant, il fit une erreur, celui-ci avait évité son attaque, et celui qu'il pensait avoir scellé était toujours dehors. À ce moment, Yu appela Ayoma pour lui demander combien de talismans il restait, mais voyant qu'il ne répondait pas et que le talisman avait brûlé, elle sut que quelque chose s'était passé. Ayoma pensait que ces 2-là visaient le Monogatari de Baten, il était donc déterminé à ne rien dire. Cependant, il voulait des informations sur lui et son clan plutôt que sur les autres, car il rôdait depuis longtemps autour de la maison de Baten. Et ne savait pas pourquoi il était entré dans cette maison. Il se demandait si son clan visait le pouvoir que possédait Baten. S'il ne parlait pas, il commencerait une guerre contre Baten. Il commença à dégainer ses armes pour riposter, sans se soucier de ce qu'il disait mais sachant seulement qu'il visait Baten, et que les Minagatari qui ciblaient les civils devaient être éliminés. L'homme réalisa que Yoma ne savait rien de Baten, et Yu apparut pour leur expliquer pourquoi Yoma était là. Le nom de l'homme était Ayaji, et comme il avait eu sa réponse, Yu voulait qu'il parte. Quand Ayama objecta, Yu l'arrêta, disant que s'il s'impliquait, cela deviendrait un problème plus important. Ils avaient pour mission d'enquêter sur les informations que leur employeur voulait. Ayaji ne s'excuserait pas d'être allé trop loin car cela faisait partie de son travail. Alors que Ayama était occupé à planifier comment abattre ces 2-là s'ils se rencontraient à nouveau, Yu le renvoya chez lui en disant qu'elle s'occuperait du talisman restant. En rentrant chez lui, il ne comprenait pas ce que Eiji voulait dire à propos du pouvoir de Baten. Il y avait encore des mystères à son sujet qu'il ne connaissait pas. Le lendemain, Eori s'habilla soudainement bien pour aller à un rendez-vous avec Ayama. La raison était que 30 minutes plus tôt, Eori était revenu de chez Kai et avait entendu parler de Ayama interrogé par Eiji. À ce moment-là, il demanda soudainement à sortir avec lui pour en savoir plus sur Baten, mais fut rejetée car elle approchait d'une date limite de rapport et n'avait pas encore terminé. Elle s'enfuit en premier, et Yoma dut plus tard discuter de ces questions avec Yori et Kagami. Yori savait qu'il devrait le lui dire un jour, alors elle lui dit d'attendre devant le dépanneur. La raison pour laquelle elle s'habillait était de faire semblant d'être en couple avec lui et de suivre Botan. Il devait la suivre pour qu'il puisse voir tout ce qui se passait autour de Botan tous les jours. À la maison, il y avait une barrière. Mais quand elle était dehors, Botan devait toujours sentir les regards des autres Monogatari. Il l'observait de toutes parts, et elle devait l'accepter. Quand Botan arriva à l'école et rendit son rapport à temps, ses amis lui demandèrent si elle avait récemment rencontré des garçons. Botan se souvenait de Ayoma et ne savait pas ce qu'il avait dit plus tôt. Ayoma était maintenant informé par Eori sur les Monogatari. C'étaient des esprits qui possédaient des objets et gagnaient du pouvoir. Alors que se passerait-il si un Monogatari avait un corps humain? Le pouvoir serait-il aussi grand que celui d'un dieu? Baten était un corps parfait pour les Monogatari, c'est pourquoi ils ont fait une loi pour ne pas la toucher. Maintenant, il comprenait quelque peu les mots d'Eoj, et il voulait savoir si le groupe d'Eori pouvait dire avec confiance qu'il n'avait aucune mauvaise intention en étant avec Baten.
Elle voulait qu'il arrête de poser des questions qui ressemblaient à des blagues, car Baten leur avait été confié il y a longtemps. Durant les 3 premières années où la loi fut établie, Baten dut vivre à l'intérieur car chaque fois qu'elle sortait, les enfants sensibles à ses pouvoirs étaient effrayés et les adultes frémissaient en sa présence. Pendant ce temps, des liens familiaux se formèrent entre les 6 d'entre eux. Ils passèrent beaucoup de temps à aider Baten à surmonter la peur de ceux qui l'entouraient, puis encore plus de temps à aider ses pouvoirs à ne pas affecter les autres. Pour cette raison, ils furent reconnus par son grand-père. Il ne douterait donc probablement pas de la décision de son grand-père. Il était convaincu de pouvoir protéger Botan, ce qui fit sortir Kagami de sa cachette. Tous deux sentaient qu'il semblait prêt à être le fiancé de Botan puisque ses paroles signifiaient essentiellement rester aux côtés de Botan pour la vie. Botan arriva par hasard à ce moment-là et ne comprit pas pourquoi tous les 3 étaient là. Yori mentit en disant qu'il s'agissait d'une fête de rapprochement d'amitié. Lorsque Yoma demanda à Kagami des informations sur les parents de Botan, personne ne les connaissait. Baten leur avait été confié par le grand-père depuis son enfance, et après sa mort, personne d'autre ne prétendit être de la famille de Baten. Le groupe partit alors, et Baten sut que Yori avait parlé de son passé à Yoma. Elle craignait qu'Yoma la trouve étrange, et elle craignait également de le repousser ce matin-là, craignant que cela ne crée des sentiments négatifs. Cependant, contrairement à ce qu'elle pensait, il l'admirait. Elle était heureuse car Yoma était là. Première personne à l'admirer après avoir entendu parler de ce passé. Il voyait aussi à quel point les Monogatari proches de Baten étaient très similaires à ses propres frères et sœurs, il n'avait donc presque plus de doute à leur sujet. Les rues commençaient à se remplir de neige. Alors que Baten devait encore aller à l'école, Yoma continuait ses courses matinales. Le voyant porter des vêtements trop fins, Baten lui donna un sac thermique pour éviter d'attraper froid. Au moment où ils quittèrent la maison, Eoji y arriva et fut reçu par Suzuri. Kagami n'aimait pas Eoji parce qu'il avait sévèrement battu Yoma, le laissant couvert de bleu. Eoji crut temporairement que Yoma était venu ici juste pour s'entraîner et améliorer son caractère, mais son client resta méfiant à propos de leurs activités notables. Suzuri le manipula habilement pour lui faire révéler que 3 forces ciblaient actuellement cette maison, et il semblait que l'équipe de protection de Kyoto serait la première à agir. Après le départ d'Eiji, Nagi félicita Suzuri pour avoir géré la situation et avoir obtenu des informations d'Eiji. Cependant, il y avait une chose qu'Eiji ne leur avait pas dit. Quelques nuits auparavant, il avait rencontré une femme Monogatari portant un parapluie. Elle voulait des informations d'Eiji, mais il ne lui en fournissait que lorsqu'il lui en donnait en échange. Il voulait voir comment cette famille surmonterait la tempête à venir. Le lendemain, Ayoma a dû rencontrer l'équipe de protection de Kyoto pour demander un permis d'exploitation. Son grand-père et d'autres l'ont averti de se méfier du chef de l'équipe car il était un renard rusé. En les rencontrant, Ayoma a vu un Monogatari aux yeux bandés dont le patron lui a expliqué qu'il s'agissait d'un cas spécial qu'il avait demandé pour l'aider dans son travail. 2 jeunes exorcistes présents, en apprenant qu'Ayoma était issu d'un clan majeur, ont supposé qu'il était un jeune maître inutile qui ne pouvait rien accomplir. On lui a ensuite montré comment fonctionnait cette équipe de protection, et le chef de l'équipe l'a informé qu'il pouvait avoir l'autorité d'exorcisme ici. S'il en avait besoin, il pourrait rejoindre l'équipe du patron car il manquait de personnel. Le patron avait également quelque chose à lui demander concernant la famille de Baten. Alors que Baten était à l'école et se demandait s'il devait préparer un pot chaud ce soir-là, Yoma était sollicité par le patron, qui considérait Baten comme une menace. Si elle se réveillait et devenait un Monogatari, elle deviendrait la maîtresse de tous les Monogatari du monde, et les conséquences seraient inimaginables. Le boss ne pouvait pas gérer Botan à cause de son grand-père et des gardes qui la protégeaient toujours, mais comme Yoma avait dépassé ses défenses et s'était approché de Botan, il était le seul à pouvoir sceller les gardes et s'occuper d'elle. Cependant, la réponse finale d'Yoma fut un refus. Il ne la voyait pas comme un monstre et ne détestait pas cette famille, alors il refusa à nouveau. Le boss utilisa des sorts pour l'entourer et lui donna une dernière chance. Mais la réponse était toujours non, alors il fit exploser les sorts. Lorsqu'une personne se précipita en avant, elle reçut immédiatement un coup de pied d'Yoma. Il révéla les cicatrices sur son corps comme preuve qu'il n'était pas un jeune maître inutile qui ne pouvait rien faire. Son expérience du combat était aussi étendue que celle d'un maître. Le chef vit qu'il n'était pas facile à gérer car il pouvait se battre à la fois avec les arts martiaux et les sorts. Il invoqua donc de nombreuses marionnettes sous son contrôle, qui ne servaient qu'à un seul but, épuiser l'endurance d'Yoma afin que le chef puisse utiliser la magie pour le lier. Cependant, Yoma voulait savoir qui était la fille derrière. C'était la fille du patron, et lorsque son père lui demanda si elle voulait participer, elle refusa. Sans hésitation, il donna un coup de pied à une personne qui vola dans sa direction.
Lorsqu'une autre personne lança une attaque, il l'attrapa et la jeta au loin. Il sortit également son arme et abattit 2 ennemis qui s'approchaient. Le patron reconnut cette arme comme étant l'arme secrète de sa famille appelée Tengenam. Il avait généreusement révélé la technique de sa famille, montrant qu'il était mentalement préparé. Le patron avait entendu parler de sa tragédie et avait remarqué qu'il avait nourri cette haine plus qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, Nagi achetait des ingrédients pour la fondue chinoise et dit à Suzuri que Hayoma avait commencé à se battre depuis l'âge de 12 ans. À l'époque, il avait appris par lui-même et risqué sa vie en chassant des monogatari. À 18 ans, il avait vaincu à lui seul un monogatari considéré comme aussi puissant qu'un clan entier. Yoma avait maintenant traité tous les monogatari contrôlés par le boss, mais au lieu de laisser ses subordonnés agir, le boss invoqua un autre monogatari contrôlé. Il reconnut cette monogatari comme étant Yejin, la fille avec laquelle lui et Suzuri avaient négocié auparavant. Il ne s'attendait pas à la rencontrer dans ces circonstances. Elle lui lançait continuellement des coups de pied, mais ne voulant pas lui faire de mal, il se défendait seulement au lieu de contre-attaquer avec son arme. Le boss remarqua sa compassion pour Monogatari. Bien qu'il puisse être impitoyable envers les ennemis, il hésitait avec ses connaissances. Le boss pensait qu'envoyer Yoma ici l'avait rendu faible plutôt que mature. Comme le boss prévoyait de le piéger comme une marionnette pour un contrôle facile, Yoma accepta l'attaque de Yejin et la frappa à l'œil. Puis saisit tous les talismans que le patron avait lancés et donna un coup de pied à son subordonné dans la bouche avant de pointer son arme sur le patron. Yejin revint à la normale car la frappe d'Yoma avait ciblé le sort de liaison du patron sur elle. La fille du patron se souvint d'avoir déjà rencontré les frères et sœurs d'Yoma et d'avoir entendu parler de lui. Le voyant maintenant correspondre à ces histoires, elle conseilla à son père d'arrêter, disant que si Yoma se battait sérieusement, il perdrait sûrement. Elle proposa même d'aider Yoma car elle le trouvait intéressant. Le patron réveilla alors son subordonné, riant et affirmant que ce n'était qu'un test avant de délivrer le permis d'Yoma. Il s'excusa d'avoir mal parlé de la famille Botan, disant qu'il craignait de ne pas pouvoir tromper Yoma mais qu'il le trouvait plus facile à tromper que prévu. Il décida de laisser Yejin aux soins d'Yoma. La fille donna à Yoma ses coordonnées pour discuter un jour de ses frères et sœurs et se présenta comme Tsubaki. Comme Yejin ne comprenait pas ce qui s'était passé, Yoma expliqua sur le chemin du retour. En rentrant à la maison, tout le monde était toujours préoccupé par le Haut-de-Pau. Yejin s'inquiétait d'être dans une maison de démons qui chassait ses semblables. Il lui demanda de supporter une journée car sa famille viendrait la chercher le lendemain. À l'intérieur, Botan s'inquiétait de voir son état échevelé. Yoma pensa que les yeux du père de Tsubaki ne semblaient pas mentir, il voulait vraiment éliminer Botan. Botan lui a apporté des bandages et il a demandé si Yejin pouvait rester une journée. En voyant les vêtements déchirés et la beauté de Yejin, elle soupçonna ce qu'il avait pu lui faire, alors Yoma a dû s'expliquer. Kyusei était rentré chez lui complètement ivre, tandis que Nagi en avait profité pour obtenir le numéro de Yejin pour se lier d'amitié avec elle. Le lendemain matin, d'autres sont allés faire du shopping tandis que Yori est resté pour surveiller Monsieur Kyusei. Yoma a demandé la permission d'emmener Yejin quelque part. Yori a insisté pour que Botan vienne, disant qu'il n'était pas approprié pour lui d'y aller seul avec une beauté. Yejin voulait aussi qu'elle vienne parce que les yeux de Yoma étaient effrayants. Les trois ont visité l'endroit où Yejin avait vécu avec son maître quand elle n'était qu'une broyeuse de médicaments. Bien qu'elle ne se souvienne pas clairement du visage de son maître, elle avait un fort sentiment à propos de cet endroit. Elle était revenue plusieurs fois mais n'était jamais entrée à l'intérieur, le simple fait d'être à l'extérieur lui suffisait. Yejin a alors demandé à partir plus tôt, ne voulant pas prendre plus de temps au tourtereau, mais ils ont dû expliquer que les fiançailles avaient été simplement arrangées par le groupe de Yori. À la gare, Yejin a remercié Yoma pour toute son aide, mais il considérait que cela faisait simplement partie de son travail. Yejin lui a dit qu'elle sentait que Baten ressemblait beaucoup à un maître, et que tous les monogatari devaient sûrement voir la même lumière en Baten qu'elle. Elle espérait qu'il protégerait bien Baten. Cet après-midi-là, Baten remercia Yoma de l'avoir emmené avec elle et de l'avoir aidé à apprendre de nombreuses nouvelles choses. Elle demanda ensuite à Yoma pourquoi il détestait tant Monogatari. Il remarqua qu'Eori ne lui avait pas dit, alors il décida de s'expliquer. Ses frères et sœurs jumeaux avaient tous deux été tués par un Monogatari qu'ils avaient rencontré sur la route. L'image de cet être empalant ses frères et sœurs et riant avec arrogance était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Baten s'excusa d'avoir évoqué de mauvais souvenirs, mais dit qu'il aurait dû le lui dire plus tôt. Il comprenait maintenant ce que le vieil homme voulait dire quand il disait qu'il existait de nombreux types de Monogatari. Baten remarqua également à quel point il avait changé depuis leur première rencontre, il était très différent de son impression initiale. Ses paroles à l'époque avaient été vraiment blessantes,
Mais maintenant elle avait de grands espoirs quant à sa transformation complète. Il sentit plusieurs regards dans leur direction, dont un avec une intention meurtrière. Les trois autres dirent à Yu d'arrêter de faire pression sur eux, mais elle ne pouvait pas accepter que Baten sorte avec Ayoma. Baten voulait également qu'il l'appelle par son prénom au lieu de son nom de famille. Le groupe devait retenir Yu avant qu'elle ne puisse menacer Ayoma. Peu de temps après, l'équipe de protection de Kyoto découvrit des traces de Monogatari torturant des humains à mort. Puisque les marionnettes qu'il avait envoyées avaient été détruites, il devait y avoir au moins 3 coupables. Il soupçonnait l'une des 3 factions qu'Eiji avait mentionnées auparavant d'être derrière tout cela. Le lendemain, Botan avertit Yoma d'être prudente car il revenait toujours blessé. Lorsqu'il essaya d'appeler Botan par son nom, il sentit une intention meurtrière. Botan dut interdire à Yu de causer des ennuis à Yoma puisqu'elle en avait donné la permission. Ils partirent tous les deux en mission par la suite. Yoma savait que cette mission devait être difficile si lui et Yu étaient appelés à partir ensemble. Elle les informa qu'ils allaient affronter Tonjinbei, un gang majeur de Kyoto. Ces personnes possédaient toutes des outils de torture et d'exécution comme réceptacle. Il y a 4 ans, l'équipe de protection avait dû concentrer ses forces pour les réprimer. Mais cet incident semblait avoir été causé par 3 membres restants de ce gang. La raison pour laquelle ils avaient laissé Nagi et d'autres à la maison était qu'ils soupçonnaient que le gang pourrait cibler Botan. Yoma se sentait à l'aise car il pouvait battre ces gars sans avoir à écouter leurs pensées. Il rencontra ensuite Tsubaki à nouveau, qui l'aiderait dans cette mission. Yu était sur le point de signaler que Yoma flirtait avec des filles partout où il allait. Yu et Tsubaki se connaissaient tous les deux depuis longtemps. Elle informa que Tsubaki serait le prochain chef de l'équipe de protection, donc maintenir de bonnes relations avec elle serait bénéfique. Lorsque Yoma remarqua que personne d'autre n'était là, Eoji expliqua que seules 3 personnes participeraient. Les 2 de son côté fourniraient des conseils mais ne s'engageraient pas dans le combat. D'autres membres répandaient des talismans dans toute la ville pour effectuer des recherches, tandis que les 3 formeraient une équipe distincte pour enquêter sur la cachette du gang. Tous les 3 furent amenés là-bas, et Yoma trouva impressionnant qu'Eoji enquête lui-même sur cette zone. En fait, Yoma était la cause de ces récents incidents. L'équipe de protection n'avait pas dérangé Sajinbei auparavant parce qu'ils étaient restés silencieux. Mais depuis que Yoma était arrivé et avait battu le Mohawk et le balayeur de cendres, ils étaient devenus mécontents et se sont soulevés parce que ces 2-là étaient des membres de Sajinbei. Les 3 membres de Sajinbei s'étaient maintenant montrés. Yoma leur demandait toujours pourquoi ils blessaient les gens, et ils répondaient simplement qu'ils le faisaient parce qu'ils aimaient ça, et que c'était leur devoir en tant qu'outil de torture. Ils avaient prévu de tendre une embuscade à l'équipe de protection, mais ne pouvaient pas extraire d'informations de leurs captifs, alors ils attendirent là. Yoma sentit qu'il n'y avait plus besoin de se retenir contre eux. Tsubaki voulait également être témoin du véritable pouvoir d'Yoma là-bas, elle voulait voir s'il était la personne qu'elle attendait. Quand Eiji essaya d'éviter de se battre, Tsubaki lui colla un talisman et se précipita vers la femme forte derrière. L'utilisateur de feu devant se précipita sur Tsubaki, tandis que celui aux cheveux hirsutes se jeta sur Yoma pour combattre. Il ne voulait pas gaspiller de mots et voulait s'occuper rapidement de ce type avec Yu. Pendant ce temps, Eiji essayait d'utiliser des mots pour éviter de se battre. En fait, elle détestait Eiji depuis longtemps parce qu'il était trop rusé et égoïste, et il s'inspirait également des humains. Après s'être entendu insulter, Eiji ne montra plus aucune retenue et appela ses coéquipiers à l'attaque. Yoma et Yu se coordonnèrent pour lui lancer une épingle à cheveux dans la main. Et elle réussit à lui en lancer une autre au cou. Bien qu'il soit tordu, il pouvait encore récupérer car il avait évolué pour régénérer son corps. Il poussa Yu sur le côté et remarqua que sa lame était devenue plus courte à cause des ciseaux de Yoma qui la coupaient. Ces ciseaux provenaient de la porte menant au royaume Yakai, donc tout ce qui était coupé par eux serait renvoyé au royaume Yakai et disparaîtrait complètement du monde humain. Il manipula ensuite sa lame pour entourer le corps de Yoma. Mais juste au moment où elle était sur le point de toucher son cou, la lame s'arrêta. Pendant ce temps, Tsubaki avait fini de s'occuper de l'utilisateur de feu parce que sa cible poursuivie était plus forte. Elle remarqua que Ayama était similaire à elle dans la poursuite du parapluie en papier Yakai. Il avait coupé la masse de lame. La femme musclée était distraite en regardant Tsubaki et était retenue par le coéquipier d'Eiji pendant qu'il lui délivrait un coup de grâce. Le coéquipier d'Eiji a perdu une autre couche et n'en avait plus que 3. Il ne restait plus que le Yakai à lame de rasoir. Il décida d'utiliser sa forme finale, transformant son corps en monstre. Mais Yu était revenue, elle avait enveloppé toute la maison dans une épingle à cheveux et avait fait signe à Yoma de reculer. Il avait dit qu'il comprenait, mais quand elle avait chargé en avant, il avait fait de même. Elle avait été forcée de changer de stratégie de combat et avait jeté tout le bâtiment sur lui.
Il avait été poussé vers Yoma qui l'avait coupé en deux, tandis que Yoma avait sauté et évité tous les objets du bâtiment pour atterrir en toute sécurité. Par la suite, Yu s'était disputé avec Yoma parce qu'il ne comprenait pas ses intentions, elle lui avait dit de reculer, mais il avait chargé pour se battre. Botan lui avait clairement dit de faire attention à ne pas se blesser, mais il agissait plus imprudemment que réfléchi. Le Yakai à lame de rasoir n'était pas encore mort et rampait dans la forêt, mais malheureusement pour lui, le chef de l'équipe de protection l'a trouvé. Le patron avait vu son potentiel et aurait pu l'utiliser pour quelque chose, mais parce qu'il avait osé se rebeller et agir de son propre chef, il n'était plus qu'un déchet pour le patron. Il avait été éliminé, et Tsubaki avait appris plus tard de son père que le Yakai à la lame de rasoir avait été complètement éliminé. Tsubaki révéla la raison pour laquelle elle poursuivait les Yakai au parapluie en papier. Les frères et sœurs d'Ayama occupaient une très grande place dans son cœur. Elle s'était toujours ennuyée des êtres faibles, et ses frères et sœurs étaient deux personnes qu'elle reconnaissait, alors elle les considérait comme sa joie. Parce que le Yakai au parapluie en papier lui avait volé sa joie, elle voulait s'occuper de lui. Elle voulait que Yoma l'accompagne pour traquer ce Yakai. Yu savait que cette douce invitation tenterait facilement Yoma. Mais s'il passait de ce côté, il serait certainement vidé de son énergie par Tsubaki. Parce qu'elle était comme son père, ils exploiteraient tout ce qui était sous leur contrôle et les épuiseraient complètement. Ayoma la remercia pour l'invitation mais déclina. En partant, Yu lui demanda pourquoi il n'avait pas l'intention d'aller avec Tsubaki, même s'il poursuivrait toujours le Yakai au parapluie en papier. Il expliqua qu'il avait promis à ses frères et sœurs qu'il vaincra cet ennemi avec sa propre force. De plus, il était resté à cause de Baten. Yu pensait qu'il commençait à avoir des sentiments pour Baten, même s'il ne s'en était pas rendu compte lui-même. À son retour à la maison, Yoma fut réprimandé pour avoir eu trop de blessures. Quelques jours plus tard, Yori annonça que la famille célébrerait un festival. D'autres allèrent faire du shopping tandis que Botan et Yoma étaient chargés de trouver un grand pot dans la maison. Yori voulait que Botan profite de cette opportunité pour progresser avec Yoma, en lui fournissant même une liste de suggestions. Elle craignait que Yoma soit trop direct et trouve ses actions étranges. Mais elle pensait que Yoma ne ferait probablement pas attention aux questions romantiques de toute façon. Pendant ce temps, Yori achetait de la viande avant les ménagères en lui tendant le bras. Yu voulait vraiment rentrer tôt pour éviter que les deux ne restent seuls trop longtemps. Kagami utilisait le miroir de visualisation Yakai pour choisir le plus petit poisson, Suzuri utilisait ses talents de négociatrice pour acheter à des prix moins chers, et pour que Nagi achète de l'alcool, il devait organiser un concours de boissons avec le commerçant. Pendant ce temps, Baten a vécu des moments gênants avec Yoma, de leurs mains qui se touchaient en portant des choses à lui debout juste derrière elle en récupérant des articles. Elle ne voulait pas être la seule à se sentir gênée pendant que Yoma restait indifférent, mais elle comprenait que c'était juste comme ça qu'il était et laissa tomber. Plus tard, elle essaya de trouver un autre endroit et laissa tomber une note d'indice, que Yoma lutte. Baten dut expliquer que c'était le plan de Yori. Alors qu'elle pensait qu'il s'en ficherait, il détourna soudain le visage, la rendant méfiante. Remarquant son étrange façon de parler, elle réalisa qu'il était gêné et essaya de voir son visage, mais il continuait à le cacher, ce qui les fit tomber tous les deux l'un sur l'autre. Ils rougirent tous les deux en se regardant, mais il y avait une aura meurtrière provenant de la porte. Il finit par se faire enrouler dans des épingles à cheveux. L'aîné du quartier était rentré chez lui après avoir joué aux échecs avec Monsieur QC toute la journée. Lorsqu'il entendit qu'il cherchait une grande marmite, il mentionna qu'il l'empruntait toujours et ne l'avait pas encore rendue. Yori ne s'en souvint qu'après coup, aux grandes dames du groupe de Yoma. Maintenant qu'ils avaient la marmite, la famille organisa un dîner de fondue chinoise. Voir tout le monde manger ensemble donna à Yoma le sentiment d'être une vraie famille. Botan se saoula plus tard et s'accrocha à Yoma, poussant même Nagi à rejoindre Yuyu dans le club anti-couple. Botan fut ensuite emmené pour se dégriser. Et elle s'est excusée pour les événements de la journée, mais Yoma a tout blâmé sur Yori. Il a mentionné que chaque famille semble avoir ce genre de figure de sœur, car sa propre sœur avait l'habitude de plaisanter sur les amis de sexe opposé aussi. Yoma a trouvé cette maison vivante et intéressante, notant qu'il n'aurait probablement pas remarqué ces choses avant. Ils ont ensuite tous deux été retirés pour continuer à manger. Lorsque Baten s'est réveillée à mi-chemin, elle a vu que la fête était terminée et que tout le monde dormait. Une pince à cheveux est tombée, lui rappelant son passé douloureux, mais voyant Ayoma dormir paisiblement, elle l'a rangé. Le lendemain, Botan est allé avec Ayoma car il devait rendre visite à l'équipe de protection pour commander du matériel. Cet équipement pourrait le protéger des attaques ennemies. Tout comme Tsubaki était resté indemne malgré les attaques de feu, il avait lu des informations sur les modèles et avait appris qu'il y aurait un test de compatibilité avant de commander. Sur place,
Ils rencontrèrent Tsubaki, qui les taquina en leur disant qu'ils ressemblaient à un couple avant de les conduire à l'étage pour essayer la tenue. Ils furent emmenés dans la boutique de Monogatari, où ce Monogatari couturier créerait des tenues avec des caractéristiques comme un autre Monogatari. Tsubaki leur montra comment fonctionnait un morceau de tissu se transformant en tenue. Il suffisait de construire une relation entre les deux parties pour le contrôler. Bien que Ayama hésitait à laisser un Monogatari s'attacher à lui, il lui gifla les joues pour se calmer. Décidant que si cela réduisait ses blessures et que Botan s'inquiétait moins, il le ferait. Il décida alors de se battre avec le tissu, qui se transforma en poing et le frappa en retour. Après avoir échangé des coups, les deux parties comprirent la force de l'autre, et Yoma négocia avec le tissu pour qu'il devienne sa tenue. En partant, Yoma avait une nouvelle tenue qui n'était pas très différente de l'ancienne. Quelques jours plus tard, Yoma accepta d'aider Botan dans certaines activités du club. Il l'aida à réparer le panneau du club et Baten dut l'appeler son cousin. Ses amis se demandèrent pourquoi elle avait apparemment beaucoup de frères et sœurs, ce qui la poussa à éloigner Ayoma. Plus tard, lorsque ses amis revinrent la chercher, elle dit à Ayoma de partir en premier. Il trouva la vie scolaire assez énergique. Pendant ce temps, Suzuri et Nagi étaient également à l'école lorsque Nagi découvrit soudainement la fille Itsuki. Elle jeta un sort sur Ayoma, le piégeant dans une barrière où il rencontra Kai. Kai vint rencontrer Yoma et tester ses capacités. Bien que Yoma ne comprenne pas tout, il savait qu'il devait y faire face si un Monogatari ciblait les humains. Yoma esquiva continuellement, remarquant que son corps était plus léger grâce à la nouvelle tenue. Les objets que Kai utilisait à plusieurs reprises pour l'attaquer prouvèrent que Kai était à la fois une armure et une arme de samouraï. Yoma continua à couper les attaques de Kai et chargea en avant, mais fut frappé à la tête par un casque invoqué par Kai. Il réalisa que Kai pouvait être l'un des 3 grands Monogatari de Kyoto. Nagi se rendit chez Itsuki et lui demanda pourquoi elle était là et où se trouvait Kai. Itsuki expliqua que Kai jouait avec Ayoma à l'intérieur, et comme il trouvait Ayoma faible, il pourrait bien l'achever sur place. Itsuki ne permettrait à personne d'interférer avec Kai, donc elle serait l'adversaire des deux s'il avait l'intention de le perturber. Kai ne croyait pas que quelqu'un d'aussi faible que Yoma puisse être celui qui a dit qu'il détruirait le Monogatari de papier. Lorsque Yoma lui demanda s'il savait qui était cette personne, Kai évita délibérément de répondre directement et dit seulement que le désir de vengeance d'Yoma était trop superficiel. Yoma utilisa des talismans pour l'attacher puis se précipita hors de la fumée pour le frapper, mais fut rapidement attrapé par la tête et jeté au sol. Nagi et Suzuri coururent également là-dedans. Alors que Nagi pouvait encore se battre contre Kai, quand il vit Itsuki se faire attraper, il arrêta de se battre. Itsuki annonça que le temps était écoulé, alors Kai fut scellé et lié à nouveau. Ayoma voulait que Nagi explique tout clairement, mais il fallait d'abord qu'il soit laissé tomber. Pendant ce temps, Botan entendit les membres du club discuter de Ayoma, ils le trouvaient tous beaux et voulaient le garder là-bas. En entendant cela, Botan renvoya tout le monde chez eux pour qu'elle puisse les enfermer. Nagi expliqua à Ayoma que Kai le saluait juste à sa manière, sa personnalité avait tendance à être excessive, il combinait donc divertissement et salutation. Nagi fut surpris qu'Itsuki soit assez faible pour tomber d'un simple coup. Concernant l'affaire du Monogatari sur papier, Kai déclara directement que Ayoma n'était pas encore assez compétent pour recevoir des réponses de sa part, disant qu'Ayoma n'était même pas aussi fort que lorsque ses frères et sœurs avaient été tués. En partie, la raison était que Ayoma refusait d'utiliser ses propres armes et utilisait à la place les deux laissées par ses frères et sœurs. Botan passa près de l'endroit où se trouvait Ayoma et se cacha dans un coin pour écouter. Kai mentionna que garder Ayoma près de Botan était trop cruel, car le journal Monogatari avait tué les frères et sœurs de Ayoma à cause de Botan. À cette époque, Botan avait perdu confiance dans les humains, ce qui rendit Monogatari également mécontent des humains. Nagi et Suzuri se mirent en colère et voulurent combattre Kai, mais Itsuki le scella et l'entraîna loin, s'excusant pour ses paroles. Après que Kai ait été ramené en détention, Ayoma demanda quelques jours de congé, ce que Suzuri approuva. On disait que les paroles de Kai n'étaient que des rumeurs, mais il ne pouvait éviter la possibilité qu'elles soient vraies. Même sans connaître la vérité exacte, Ayoma s'en soucierait toujours car cela impliquait ses frères et sœurs. Seuls les membres de haut rang connaissaient la vérité, tandis que les représentants Monogatari du bureau d'exorcisme comme eux ne pouvaient rien savoir. Les jours suivants, Ayoma n'était pas revenu et Baten était déprimée. Elle ne savait pas quelle expression avait Ayoma à ce moment-là et craignait que si elle était vraiment liée à la perte de Ayoma, elle ne pourrait plus jamais lui faire face. Par conséquent, elle alla trouver Tsubaki pour rencontrer son père. Botan voulait lui demander si elle était la raison de la mort des frères et sœurs de Yoma. Il a dû lui expliquer et, en partant,
il a mentionné qu'il avait entendu parler de la disparition de Yoma et a révélé que Yoma était là depuis quelques jours. Yoma est ensuite entré quelques jours plus tôt. Il était venu là-bas en disant qu'il était encore inexpérimenté et qu'il voulait s'entraîner. Le père renvoyait maintenant Yoma chez lui parce que le fait de l'avoir coincé là-bas était gênant. En partant, Yoma a entendu que Botan était au courant de la situation et est venu le confirmer, ce qu'il a trouvé assez courageux. Il a avoué qu'il n'avait jamais douté de Botan et qu'il considérait les paroles de Kai comme des absurdités. Il savait seulement qu'il n'était pas encore complet et que la prochaine fois, il devrait forcer Kai à révéler l'information. Botan admirait la façon dont il pouvait rester stable sur son chemin sans se perdre. Elle a révélé pourquoi elle ne faisait pas confiance aux humains avant d'avoir été kidnappée à l'âge de 7 ans. Des proches étaient venus l'adopter, un parent éloigné et la sœur de son père. Elle a choisi de leur faire confiance, et c'est sa tante qui l'a emmenée, car l'homme était celui dont il fallait se méfier. Baten a été ramené chez elle par sa tante, qui a décidé de l'élever comme une personne normale loin de Monogatari. Pendant que le groupe Eori la recherchait, elle a eu une vie heureuse avec sa tante, la considérant presque comme une seconde mère. Cependant, ces jours ont soudainement pris fin lorsque sa tante et Baten ont eu un accident causé par cette personne. Baten a été tellement choquée d'assister à la mort de sa tante qu'elle a perdu ses souvenirs de ce moment. Lorsqu'elle a repris connaissance, tout était terminé et elle était avec tout le monde. À partir de ce moment, elle a commencé à perdre confiance en les gens, craignant la trahison et voyant mourir ses proches. Ayoma voulait que Baten lui fasse confiance. Il a promis qu'il ne la trahirait jamais et qu'il le prouverait en la protégeant. Yoma a montré un sourire qui a surpris Baten car c'était la première fois qu'elle le voyait sourire si fort que même Yu pensait qu'il n'avait pas ses muscles faciaux. Se sentant légèrement offensé, il est parti. Eori, qui avait tout entendu de derrière, a vu que les choses semblaient progresser. La relation entre Baten et Yoma avait fait un nouveau pas en avant. Quels défis attendent ces deux-là? Vous pouvez en savoir plus dans la deuxième partie de Mananagatari. Au revoir.